Bonjour, je suis Pascal Chariot, président d'Enerdata. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette présentation du bilan énergétique mondial Enerdata. Donc là, normalement, on attend que les tuyaux permettent à tous les participants de se connecter tranquillement. Mais on va démarrer. Donc nous vous accueillons avec Morgane Crénès, que la plupart d'entre vous connaissent, puisqu'on fait cet exercice ensemble depuis quelques années, qui s'occupe de la partie research chez nous. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Benoît Leguet, qui est bien connu, directeur général d'I4CE, membre du Haut Conseil pour le climat notamment, et que nous ferons intervenir à deux moments pendant la présentation. Ça nous a semblé intéressant d'avoir un regard externe sur ce qu'on vous présente, voilà, qui complète, challenge éventuellement ce qu'on dit, en toute bienveillance bien entendu. Merci Benoît d'être avec nous. Et pour ceux qui veulent voir d'autres points de vue, d'ailleurs, jeudi, nous aurons des webinaires en anglais avec deux autres intervenants pour varier les plaisirs et les points de vue. Voilà, alors aujourd'hui, c'est le 30e. En tout cas, Enerdata a fêté ses 30 ans il y a quelques jours, donc je ne sais pas si dès la création il y avait eu un, mais chaque année, depuis 30 ans, Enerdata fait un bilan énergétique mondial, ce qui est une fierté dans la maison. C'était la capacité d'Enerdata à collecter des chiffres rapidement, à les mettre en forme, à les publier. Avant d'autres, de par notre agilité. Voilà, c'est pas la mienne personnelle, celle de cette entreprise. Donc, on fête nos 30 ans cette année. Voilà, la présentation d'aujourd'hui, alors, habituellement, chaque année, on présente les chiffres clés de l'année précédente, mais petit à petit, on évolue. Et en particulier l'an dernier, on avait présenté à la fois 2019, qui était importante, mais surtout les prévisions sur 2020 pour voir ce que donnait l'impact du Covid. Et cette année, bien évidemment, on va faire la même chose. On va parler de l'année 2020 et des résultats finaux, qui ne sont pas encore finaux, mais de ce qu'a donné 2020. Mais on va aussi en même temps vous dire ce qu'on prévoit pour 2021, quel est l'effet rebond ou pas sur les différents sujets de consommation d'énergie, d'efficacité, d'émissions. Voilà, donc c'est Morgane qui présentera ces deux premières parties. Et moi, je présenterai ensuite une mise en perspective par rapport aux objectifs moyen terme et aux questions de transformation, de rupture ou de changement dans la transition énergétique. Voilà, donc concrètement, on va parler d'un certain nombre de sujets, d'indicateurs, de chiffres sur le mix énergétique, les fossiles, l'efficacité, etc. Morgane, dans la première partie, va donc parler de l'année 2020 et de l'année 2021. Voilà, qu'est-ce qu'ont donné les chiffres et comment on analyse ça au-delà des chiffres. Est-ce qu'il y a eu des changements structurels ou est-ce qu'on est dans du conjoncturel? Est-ce qu'on repart comme avant ou non? Et ensuite, dans la deuxième partie, moi, je regarderai plus la partie partage nos réflexions sur la suite. Voilà, quels sont les objectifs à long terme? Est-ce que les tendances court terme nous permettent de voir comment y aller? Un petit focus sur l'analyse fort intéressante qui est sortie il y a 15 jours de l'AIE. Voilà, et Benoît nous aidera ensuite de cet ensemble de chiffres et d'informations à tirer des leçons. Alors là, c'est un peu du qualitatif, on est des économistes, mais quand même, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des mauvaises nouvelles? Et quelles sont-elles? Voilà, donc on va démarrer. Merci à tous d'être là. On en a pour une bonne heure, 1h05, 1h10. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Vous pouvez utiliser les petits boutons que tout le monde connaît très bien maintenant. Il y en a un, c'est Q et R, c'est pour poser des questions et on vous répond soit par le chat direct, si c'est des questions notamment techniques sur Zoom, soit on répondra par oral. Et c'est tout, il n'y a pas de zone commentaire. Tiens, je croyais, mais visiblement, il n'y en a pas. Voilà, donc vous pouvez aller dans la zone questions-réponses. Voilà, bienvenue encore à cette nouvelle édition du bilan qui n'aura pas grand-chose en commun avec les précédents. Et on va tâcher de vous partager tout ce qu'on peut en termes d'analyse et de chiffres. Morgane, je te passe la parole. Bonjour à tous, merci Pascal pour l'introduction. Je vais donc partager la présentation.
Et donc, on va commencer ce webinaire par une analyse des chiffres 2020, des estimations 2021, les chiffres énergie et émissions. Et donc, avant de commencer, je souhaiterais remercier donc, toutes les personnes d'Enerdata qui ont contribué à l'élaboration de ces chiffres, et en particulier l'équipe Data. Avant de présenter les chiffres, un retour sur la méthodologie pour bien clarifier. Pour l'année 2020, les chiffres 2020 que nous allons présenter, on est là sur des chiffres, on va dire, quasi consolidés, qui sont tirés de sources nationales les plus récentes. Le travail d'Enerdata ici se focalise essentiellement sur le contrôle, l'harmonisation des chiffres pour avoir une bonne comparabilité entre pays, entre années historiques. Pour l'année 2021, il s'agit d'un exercice d'estimation, de prévision. Donc là, on a reconduit la méthode développée l'année dernière. Suite à la crise sanitaire, nous avons cherché à comprendre quels seraient les impacts sur l'énergie et les émissions énergétiques pour 2020. Et donc, nous l'avons amélioré en tenant compte des écarts constatés par rapport aux chiffres réalisés 2020. Et donc, un petit rappel sur cette méthode, il s'agit de couvrir les pays du G20 et de faire le lien entre des projections macroéconomiques, le PIB, l'activité, le trafic dans le transport et la consommation d'énergie. Donc, on représente quelques grands secteurs de demande énergétique. Également, le secteur de la production d'électricité. Et à partir de ces calculs, de ces estimations, on peut également calculer des facteurs d'émission pour 2021. Ils ne sont donc pas repris des années antérieures. Le reste du monde va être modélisé de façon plus simplifiée, mais on tient compte des transports internationaux, aériens et maritimes. Donc voici une représentation synthétique des années 2020-2021 au niveau global. Donc dans cette présentation, on va couvrir le G20 qui représente quand même 80% de la consommation mondiale d'énergie. Au niveau des codes couleurs, pour s'y retrouver, l'année 2020 sera représentée en bleu, l'année 2021 estimée en orange. Et donc ici, vous pouvez voir les principaux indicateurs. L'activité économique, le PIB, qui a connu une chute historique en 2020, à moins 3%. S'ensuit un rebond prévu pour 2021 à un peu plus de 6%. Et donc, en 2021, fin 2021, on sera à des niveaux supérieurs à 2019, avant la crise. Ces variations se retrouvent bien évidemment au niveau de la consommation totale d'énergie, avec un rebond attendu en 2021 qui devrait permettre de dépasser légèrement le niveau de consommation de 2019 après la chute historique de 2020. Au niveau des émissions de CO2 liées à la combustion d'énergie, là aussi on a une variation encore plus forte, avec une chute de pratiquement 5% en 2020, et le rebond de 2021 ne devrait pas permettre de dépasser le niveau 2019. On verra dans les diapositives suivantes pourquoi. Donc si on commence par analyser la macroéconomie, on observe, on s'attend donc pour 2021 à un rebond fort. Ce qui est intéressant ici, c'est de regarder les dynamiques par zone géographique. C'est ce qui est représenté dans ce graphe. On voit que l'OCDE pèse un petit peu plus de la moitié du PIB du G20, la Chine pour pratiquement un quart, les US pour un cinquième. Donc l'OCDE a été plus marqué que les pays non OCDE en 2020, avec une chute de 5%. Et en 2021, le rebond devrait permettre de retrouver les niveaux 2019. C'est le cas notamment aux US, un fort rebond. Là où pour l'Europe ou le Japon, on est sur des rebonds un petit peu plus limités. En Europe, un impact encore marqué par la crise sanitaire en 2021, en tout cas les premiers trimestres. Dans la zone non OCDE, l'impact de la crise a été bien plus limité, un petit peu moins de 2% de baisse en 2020. Et en Chine, pas de récession, on est resté sur une croissance de l'ordre de 2%. Et donc en 2021, on s'attend à une forte hausse, notamment drivée par la Chine et les pays asiatiques. Donc quelles conséquences sur la consommation d'énergie? On le voit ici, le graphe sur la consommation totale d'énergie a une allure assez semblable, c'est fortement lié.
On notera ici que le poids s'inverse, hein, la région OCDE pèse un peu plus de 50, non OCDE, pardon, pèse un peu plus de 50% de la consommation d'énergie du G20, et la Chine, 31%, hein, donc la Chine se retrouve renforcée après 2020-2021, c'est une région, une des grosses régions qui a connu 2 années, qui devrait connaître 2 années de croissance successive en 2020 et 2021. Donc pour l'OCDE, voilà, on s'attend à un rebond là aussi marqué un peu comme le PIB, mais, mais c'est surtout au niveau du non-OCDE où le rebond devrait être bien plus important, notamment en Chine. Mais les US s'en sortent pas trop mal, néanmoins. À noter que sur la tendance de long terme, donc c'est les courbes en pointillés bleus, donc les points bleus que vous voyez sur les graphes, on est sur les tendances moyennes de 2010 à 2019. On voit que pour des pays comme les US ou l'Europe, on est plutôt sur une stagnation ou une baisse de la consommation d'énergie, notamment grâce à des efforts sur l'efficacité énergétique. Et donc, si on regarde l'indicateur d'efficacité énergétique au niveau global, l'intensité énergétique, donc qu'est-ce que c'est? C'est le ratio entre la consommation d'énergie et le PIB. Donc quand cet indicateur baisse, ça veut dire qu'on est capable de générer autant, voire plus de PIB avec moins de consommation d'énergie. Si on se place sur le graphe de droite, on voit que les barres sont négatives. On est sur des baisses d'environ 2% en moyenne depuis 2000, 2% par an. Et donc, euh, qu'est-ce qui est différent en 2020 ou 2021? Ben, c'est surtout l'année 2020 de récession. On peut voir que la barre en 2020 est pratiquement à zéro. Donc, il y a une stagnation de l'intensité énergétique. Donc, la dynamique de décroissance de cet indicateur a été stoppée en 2020, ce qui n'est pas une surprise. C'est un effet classique observé en période de récession avec euh, des secteurs comme l'industrie pour lesquels, même si la production est impactée, finalement la consommation d'énergie est faiblement impactée à cause de process industriels peu flexibles, ou alors des rendements, on va dire, moins forts, avec des utilisations non nominales des machines. Dans le secteur du transport, on va avoir une même circulation, par exemple des camions pour la marchandise, mais ils seront moins remplis. Et pour les ménages, les effets de la crise ne se font pas ressentir tout de suite, surtout qu'il y a un rebond attendu en 2021. Donc pour ces raisons, on a le PIB qui a bien chuté en 2020 et la consommation d'énergie également, mais pas au rythme habituel. C'est ce qui explique cette stagnation de l'indicateur. Et maintenant, si on prend un peu de recul, on voit que la tendance moyenne depuis 2000, sur laquelle on s'attend à revenir en 2021, c'est-à-dire environ moins 2% de baisse de cet indicateur chaque année, est très éloignée de ce qu'il faudrait faire pour atteindre un objectif de 2 degrés, hein, limiter la hausse de la température à long terme à 2 degrés. Il faudrait avoir une dynamique pratiquement 2 fois supérieure. Voici maintenant les chiffres pour les émissions de CO2 liées à la combustion d'énergie. Au niveau global, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on regarde les années antérieures sur le graphe de droite, depuis 2014, on est sur des baisses très faibles ou hausses très faibles selon les années, jusqu'à donc la crise sanitaire 2020-2021, plutôt un plateau des émissions. Euh, euh, en 2020-2021, on va avoir donc une forte chute, hein, on l'a dit, en 2020, qui a été marquée par une baisse de la consommation d'énergie dans le transport, on le verra plus tard. C'est un secteur très carboné, donc qui a tendance à faire chuter fortement les émissions. On a également une chute de la production d'électricité à partir de charbon, suite à, on va dire, une baisse de la consommation d'électricité, donc un besoin moindre d'appeler les capacités pilotables, qui sont essentiellement fossiles. Euh, voilà, ça a entraîné une chute plus forte, on va dire, des émissions que de la consommation d'énergie. Néanmoins, on voit qu'on est plutôt sur des effets conjoncturels. Et donc, en 2021, on s'attend à un rebond, notamment dans le secteur de l'électricité. Pour le transport, ce ne sera pas un rebond complet qui efface la chute de 2020.
On le voit bien, encore aujourd'hui, le secteur du transport est encore impacté, notamment l'aérien. Et pour cette raison, on devrait avoir au global, en 2021, un niveau d'émission qui restera en deçà du niveau 2019. Donc voilà pour les chiffres globaux. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va regarder les niveaux par énergie. Et donc, on commence par une diapositive qui présente des chiffres synthétiques. Donc, sur la première ligne, là, on a les chiffres globaux qui ont déjà été présentés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder par énergie, donc la deuxième ligne. Donc, qu'est-ce qui ressort quand on compare les différentes énergies? Tout d'abord, le pétrole qui était très impacté en 2020-2021 par la crise. J'en ai parlé, c'est principalement dû à l'effet transport. Le charbon également, qui est fortement lié à la production d'électricité. Et là aussi, en 2020, il y a eu une forte baisse pour le coup, qui devait être suivi d'un rebond plus fort en 2021. Le gaz modérément impacté. Et pour l'électricité, on voit que le rebond de 2021 efface largement la chute de 2020. Donc on est sur des tendances plutôt haussières pour la consommation d'électricité, l'électrification de l'économie. Donc si on commence par le charbon, en 2021, fin 2021, au global, au niveau du G20, on s'attend à être environ 1% au niveau de 2019. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, globalement, en 2020, une chute pour environ 40-50% qui est due au secteur électrique, à la baisse de la production d'électricité avec le charbon. Donc c'est d'autant plus le cas dans les pays OCDE qui ont engagé euh, des sorties du charbon, ou dans des régions comme les US ou l'Europe qui ont connu des prix du gaz relativement faibles, donc une compétition accrue du gaz, renforcée également par un prix du carbone qui a fortement augmenté en Europe. En Chine, donc, il y a eu une très faible hausse de la consommation de charbon en 2020, tirée également par l'industrie, le ciment, l'acier. Et donc en 2021, on s'attend à avoir un rebond important, drivé là principalement par le secteur électrique et notamment les pays asiatiques, dont la Chine. Donc la Chine représente tout de même 60% de la consommation de charbon au niveau du G20. Donc le pic n'est peut-être pas atteint en Chine. Au niveau du G20 ou du monde, on le voit sur le graphe de droite, on est plutôt sur un plateau, peut-être un pic atteint vers 2014. Maintenant, le pétrole, on l'a dit, très impacté par la crise sanitaire et notamment le transport. Je vais venir sur la diapositive suivante. Si on regarde les pays, un fait intéressant, c'est que la Chine a connu, elle, une croissance en 2020. Il n'y a pas eu de chute de la consommation de pétrole. Et donc, sa position en termes de part de marché de la consommation se trouve renforcée, hein. Elle talonne les US avec la Chine à 23% de la consommation du G20, les US 24%. On remarquera également que l'OCDE reste quand même euh, à plus de 50% au niveau de la consommation de pétrole du G20. Sur les tendances lourdes, on est plutôt sur une augmentation de la consommation de pétrole. Sur le graphe de droite, on voit bien. Et donc, effectivement, l'année 2020-2021 entraîne une forte rupture. En 2021, on ne revient pas sur les niveaux de tendance historique, en raison notamment du transport. Et donc, j'y viens. Le transport représente un petit peu un petit peu plus, pardon, de 50% de la consommation de pétrole au niveau du G20. Et donc, l'impact a été très fort, hein. Quand on regarde ce graphe, on voit que les barres partent dans un sens puis dans l'autre, dans des proportions importantes. Au niveau du G20, on est sur du moins 11% en 2020 et un rebond de l'ordre de 7% en 2021. Aux US, un effet très fort. C'est un pays dans lequel le transport joue un rôle important, un point important, avec un transport aérien aussi qui est fortement développé, domestique. Donc une chute de moins 13% en 2020. En Europe, dans les pays notamment comme la France, les mesures sanitaires, les confinements ont pesé lourd aussi dans la consommation de transport.
On notera qu'en Chine, en 2020, vous voyez que pour tous les autres indicateurs, la Chine, vous voyez plutôt une croissance. Là, il y a quand même une chute de l'activité, enfin, de la consommation d'énergie dans le transport en 2020, mais un rebond fort attendu et qui devrait être plus limité en Europe avec des incertitudes sur les mesures sanitaires, sur la crise sanitaire. Donc au niveau maintenant là, du transport international, donc c'est pas représenté dans ce graphe, mais on a quand même calculé des chiffres et on voit que le transport maritime a été finalement plutôt faiblement impacté. C'est tout ce qui est porte-containers par exemple, avec une baisse de la consommation d'énergie de moins 0,7% en 2020, suivi par un faible rebond estimé à plus 1,3% en 2021. Pour l'aérien international, c'est très différent. On a une consommation d'énergie qui a été pratiquement diminuée par 2 en 2020. Et en 2021, le rebond devrait rester modéré, seulement plus 17%. Donc c'est un chiffre important, mais on voit bien qu'on ne va pas du tout retomber sur les niveaux pré-crise. Donc maintenant, quelques mots sur le gaz. Donc cette énergie, on le voit, a une croissance assez régulière sur le graphe de droite, de l'ordre de 2% par an, un petit peu plus dans le G20 ces dernières années. Elle bénéficie globalement d'une substitution du charbon vers le gaz dans des pays comme la Chine, également de politiques anti-pollution ou alors de décarbonation. Donc, on peut penser par exemple au prix du carbone en Europe, qui peut favoriser le gaz au détriment du charbon récemment. Donc, en 2020, la baisse a été relativement modérée, surtout dans les pays non OCDE. On l'a dit, en Chine, substitution vers le gaz, mais également des effets climatiques, un hiver, un hiver froid. Et donc en 2021, on s'attend à un rebond, un retour à une croissance de l'ordre de 2%, poussé par la Chine et l'Asie. Dans certaines régions comme les US, on devrait plutôt observer une stagnation en raison d'un prix du gaz qui est remonté à des niveaux un petit peu plus élevés que la moyenne historique récente, et également une compétition avec les renouvelables dans le secteur électrique. Et donc, pour l'électricité, qui est le dernier là, des 4 types d'énergie qu'on présente dans la partie détaillée, ce qu'on a noté, c'est effectivement qu'au sortir de sortir de l'année 2021, après 2020-2021, on se retrouve quand même avec une croissance de la consommation d'électricité. Dans le G20, on a un rebond de 5% après une baisse de 2%. Ça s'explique par différentes raisons, mais une d'entre elles, c'est l'électrification de la consommation finale d'énergie. Et donc, c'est l'indicateur que vous voyez dans le graphe de droite, en haut à droite. Et donc, si on regarde le G20, la ligne en pointillé, on voit que la hausse de la part d'électricité dans la consommation finale augmente de façon régulière, et ce depuis une vingtaine d'années. On le voit pour ce graphe, on était à environ 16% en 2000, on est à plus de pratiquement 21% en 2021. Donc voilà, une hausse forte, c'est grâce à l'électrification des usages, mais on a également des effets plus structurels avec, pour certains pays, une tertiarisation de l'économie qui entraîne une croissance encore plus forte de l'électricité ou de la hausse de la part de l'électricité. Je pense à la Chine, sur le graphe de droite, c'est la courbe verte. Et donc, on observe effectivement globalement une hausse de la consommation d'électricité des ménages, et ce dans tous les pays, OCDE, non OCDE. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur la production d'électricité, comment on peut satisfaire toute cette demande? C'est ce qu'on va chercher à comprendre dans cette diapositive. Donc, qu'est-ce qui ressort sur le graphe de gauche? On peut voir les grosses masses de production d'électricité, avec une part fossile qui reste assez importante. La zone grise, c'est le charbon. En bleu, au-dessus, le gaz, et au-dessus, le pétrole. On voit que c'est quand même majoritaire. Et donc, sur le graphe de droite, on voit que cette part en
en pointillé, en violet, et était en 2019 légèrement au-dessus de 60%. Et l'effet de la crise, cet effet conjoncturel de baisse de la consommation associé à donc toujours une hausse des capacités renouvelables installées, ça a entraîné une baisse très marquée de la part fossile dans le mix, pratiquement 2 points de pourcentage. Donc c'est la baisse la plus forte observée depuis 20 ans. Et donc on est bien sur un effet là conjoncturel. On devrait, enfin la baisse en tout cas pour 2021 devrait être moindre. Et on le voit, la trajectoire de degrés, c'est une dynamique qui est bien plus forte. On n'est pas à ce niveau-là. Si on revient un petit peu sur 2020-21, on voit donc il y a eu un décrochage du charbon en 2020. Ça devrait être rattrapé en 2021, on l'a dit. Et ce qui ressort gagnant, c'est le renouvelable, l'éolien et le solaire, PV. Sur le graphe de gauche, on voit que c'est en jaune et bleu ciel tout en haut. Ça reste assez minoritaire hein, comparé aux autres sources d'électricité. Mais c'est amené à croître fortement. La dynamique est très forte par rapport aux autres énergies. Et donc, il y a eu une accélération des capacités installées en 2020, malgré la crise, que ce soit l'éolien ou le solaire. Ça a été un petit peu plus le cas pour l'éolien avec un effet un peu spécifique en Chine, avec un arrêt des aides à fin 2020, à partir de 2021, ce qui a poussé à de nombreuses installations en 2020, plus environ 70 gigas installés. C'est pour environ 2 tiers la Chine, qui est derrière la hausse des capacités installées au niveau du G20. On s'attend donc en 2021 à une légère baisse des capacités installées à cause de cet effet spécifique pour la Chine. Pour le solaire, on est sur une accélération qui est régulière. Et donc en 2020, c'était plus fort que 2019. On avait plus de capacités installées par rapport à 2019. Et en 2021, on s'attend également encore à une hausse des capacités installées. La Chine représente un petit peu moins de 50% des capacités installées pour le solaire. Et donc, on est sur des plateaux assez élevés pour 2020-2021 et 2022. A priori, la crise ne devrait pas baisser les investissements dans ces filières à court terme. Et donc, en synthèse, quels sont les messages clés? Alors, je vais passer rapidement sur la macroéconomie. J'attire juste votre attention sur le fait que l'impact, que ce soit sur le PIB ou les mesures sanitaires, a été assez varié en fonction des pays, avec pas mal d'incertitudes. On le voit, l'Inde a été très impactée en ce début 2021. Nous, dans nos prévisions, on a intégré les derniers scénarios d'Oxford Economics de mai 2021, qui intègrent donc une révision des estimations de croissance de PIB pour l'Inde. Maintenant, quand on regarde l'effet de la crise sur les secteurs énergétiques, le transport est fortement impacté, on l'a dit. Le secteur de la production d'électricité carbonée, notamment le charbon, également le tertiaire, à cause notamment des confinements, avec un report de la consommation d'énergie vers le tertiaire. Et les filières ENR, éolien et solaire PV, elles, finalement, se retrouvent renforcées au cours de la crise. Elles n'ont pas subi de gros chocs. Il y a eu quelques retards dans certains pays au niveau de la mise en route de certains projets, mais la croissance est régulière. Et si on prend un petit peu de recul, et qu'on regarde les grands indicateurs d'efficacité énergétique, de décarbonation, qui permettent un peu de voir sur quelle trajectoire on se place par rapport à des objectifs lointains de forte décarbonation du mix, du système énergétique, donc par exemple atteindre les objectifs de l'accord de Paris, on voit que là, après 2020 et 2021, on revient sur des niveaux tendanciels qui sont largement insuffisants, voire même un ralentissement pour l'intensité énergétique, par exemple. Voilà pour les messages clés. Donc je vais laisser peut-être la parole à... Je ne sais pas si Pascal, tu veux dire quelques mots ou je laisse Benoît réagir Je vais directement. faire la transition pour dire à Benoît, demander à Benoît
ce qu'il retient de cette première partie, voilà, quels sont les points clés? Je ne sais pas si tu as des points qui te surprennent. On n'a pas répété à l'avance, hein, je précise. Mais qu'est-ce qui te paraît marquant? Qu'est-ce qui est surprenant? Quels éléments tu tires en 2 minutes de cette première partie? Allez, en 2 minutes chrono, pour faire aussi, disons, la transition vers ce dont tu vas parler, Pascal. Alors, je vais parler de choses marquantes plutôt que de choses surprenantes, parce que je trouve la synthèse que tu viens de décrire, Morgane, est de très bonne qualité. Elle n'est pas surprenante, mais en tout cas, elle permet vraiment de bien s'assurer, de bien comprendre en tout cas que certains éléments sont, comment dire, certains éléments auxquels on pouvait s'attendre sont, finalement, on retrouve ça quand on regarde les chiffres. Moi, finalement, ce que je retiens à grosse maille, et c'est très bien dit sur cette diapo, allez, je vais le faire vraiment à grosse maille. En gros, en 2021, on va retrouver ce qui s'est passé en 2019. C'est-à-dire que 2020 aura été une parenthèse dans l'histoire énergétique ou l'histoire des émissions. Alors, je le dis peut-être de façon un peu provocatrice, mais finalement, c'est peut-être, en prenant un petit peu de recul, comment on peut résumer finalement cette présentation. Alors, et finalement, on voit pas trop comment on va se mettre sur une trajectoire compatible avec l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, puisqu'on est sur une trajectoire de décarbonation qui semble largement insuffisante, qui était déjà insuffisante avant la crise. Et après la crise, on se demande bien, finalement, comment on va faire pour se mettre sur une trajectoire, en tout cas compatible avec les objectifs de long terme. Donc c'est pas très encourageant quelque part, mais on pouvait s'y attendre. Alors pourquoi on pouvait s'y attendre? Peut-être un éclairage, et c'est peut-être là-dessus aussi où on pourrait avoir plus d'éléments d'Enerdata. Alors soit dans cette édition, soit dans une édition future. Moi j'étais très marqué de voir finalement qu'il y avait des capacités installées d'énergie renouvelable. C'était bien, voilà, on voyait que ça montait, etc. Certains projets qui avaient été délayés, c'est pas français, retardés, voilà, qui avaient été retardés. Et moi, la question que j'aurais envie de poser, c'est OK, mais finalement, les capacités installées, c'est le bout du tuyau. Et finalement, les capacités installées, c'est la fin d'un processus d'instruction qui peut prendre plusieurs années, à la fois avec des autorisations administratives, des autorisations et des décisions qui doivent être prises aussi au sein d'industrie et au sein de l'industrie financière, afin de transformer un projet en capacité installée. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est, mais finalement, dans le pipe de projet, les mégawatts installés, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a des choses à dire dessus? Est-ce que finalement le ralentissement, on va le voir dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Ça dépend évidemment, j'imagine, des différentes filières, du temps de maturation des projets. Et là, donc, moi, j'aurais une grosse question, un gros point d'interrogation voilà, là-dessus. Et peut-être pour titiller, puis faire aussi un peu le lien avec ce que Pascal pourra dire, il me semble que là-dedans, en fait, si on retrouve en 2021 ce qu'on avait en 2019, c'est aussi un marqueur du fait que finalement, en 2021, on n'a pas forcément investi pour le climat. C'est-à-dire que quand l'activité économique repart, finalement, ça repart comme en 40, les émissions repartent également à la hausse. Et donc, moi, la question que j'aurais tendance à poser, c'est, mais finalement, où vont être les investissements différents? Et là, j'aurais tendance à dire, mais regardons les plans de relance. Dans les plans de relance, évidemment, est-ce que les plans de relance sont plutôt verts, plutôt marrons? Et là, petit élément que je vous donne, que je vous jette en pâture, donc aux auditeurs de ce webinaire et à mes collègues et amis d'Enerdata, on a regardé avec un certain nombre d'organisations, avec 23 organisations, on a regardé la verdeur des plans de relance. On a fait un Energy Policy Tracker, comme on dit en bon français, c'est-à-dire un projet qui fait un suivi de la verdeur du volet énergétique des plans des plans de relance. Et alors là, je vous donne les chiffres, je vous les balance comme ça pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. En fait, si on regarde uniquement les pays du G20, on voit que les pays du G20 ont fait des engagements d'à peu près 650 milliards d'euros pour l'énergie, sur des politiques de type énergétique, 650 milliards d'euros, et en fait, à peu près la moitié, 300 milliards, c'est pour soutenir l'énergie fossile. C'est-à-dire finalement les émissions de demain et l'énergie fossile de demain. Quand on soutient l'énergie fossile aujourd'hui, ça fait des émissions fossiles pendant quelques années. Inversement, 230 milliards à peu près pour soutenir l'énergie qu'on va qualifier de propre. Allez, on va dire du renouvelable et puis peut-être un petit peu de nucléaire aussi dedans pour faire très simple. Et puis le reste, si vous êtes bon en maths, 295 plus 230, ça fait pas tout à fait 650. Le reste, c'est de l'énergie autre. Alors dans énergie autre, c'est typiquement, on a regardé tout ce qui était soutien à l'électricité ou à l'hydrogène, sans préjuger de comment l'électricité ou l'hydrogène était produite. Je pense notamment à tout ce qui est sur des bornes de recharge, des réseaux, etc. Finalement, c'est l'hydrogène ou l'électricité, sur les réseaux, en tout cas sur les bornes de recharge,
c'est pas vert ou pas vert, ça dépend essentiellement de ce qu'on met en input et de la façon dont est produite l'électricité et l'hydrogène. Donc en voyant ça, moi je me dis, bah, attention, sur les plans de relance, on n'a pas l'impression de voir des plans de relance très verts. Ils sont verts d'un côté, mais ils sont également très fossiles. Et donc, je ne sais pas dans quel sens va aller la résultante. Et donc, s'il fallait répondre à la question, qu'est-ce qu'on va voir en 2022, 2023, 2024, 2025 ? Ben, je serai un petit peu sec comme ça, mais j'imagine qu'Enerdata aura quelques billes là-dessus. Désolé, je vous mets sur le grill. Merci, Benoît. Au moins, on va voir qu'on n'a pas préparé ensemble, puisque je vais parler aussi des plans de relance, mais avec une autre source d'information que la tienne. Super. Alors, je partage mon écran. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Hop. Alors, là, c'est pour remettre en perspective l'évolution des émissions de CO2, y compris les émissions de gaz à effet de serre des process industriels, qui, je le rappelle, représentent 65-70% du total des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc la tendance, il y a les commentaires sur la droite, la tendance historique, comme chacun le sait, est encore à la hausse, petite hausse régulière. Deuxième point, la baisse forte, comme vient de le commenter Morgane, la baisse forte de 2020 et le rebond de 2021 sont conjoncturels. Donc la question reste, qu'est-ce qui va se passer derrière? Et là, nous, on a mis nos 3 scénarios, qui sont les scénarios qu'on fait avec le modèle Pauls au niveau mondial. Enerbase, c'est un scénario qui est basé sur les politiques actuelles et les tendances actuelles. Donc, voilà, on résout pas, ça change pas beaucoup. C'est pas le scénario du pire pour autant d'ailleurs, hein, parce qu'on pourrait avoir pire en termes de retour des fossiles, etc. Le scénario qui est en bleu, c'est le scénario qui est basé sur les engagements des pays qui ont suivi la COP 21, donc les engagements que les pays ont pris en 2015-2016, les NDC de l'époque, voilà, qui étaient plus ou moins précises. Donc là-dedans, il y a une part d'interprétation, mais on voit que c'est en progrès par rapport à un scénario business as usual, mais c'est loin d'un scénario de 2 degrés. Et ce qu'on a en vert, c'est un scénario de 2 degrés, celui qu'on fait nous, ou légèrement au-dessous de 2 degrés, qui voit une baisse des émissions, du coup, de division par 3 à horizon 2050. Voilà, donc ce qu'on va voir, le passé, c'est ce qu'a montré Morgane, et on va voir, moi je voulais illustrer premièrement, en quoi les objectifs actuels des pays, quand on parle de zéro émission nette, sont ou pas compatibles, où est-ce que ça se situe, un objectif zéro émission nette entre ces différents scénarios. Après, en quoi les objectifs à horizon 2030, dont on parle régulièrement, sont ou pas compatibles avec ça, avec telle ou telle trajectoire. Et puis après, ce qui mériterait d'être observé, quels sont les grands leviers et les points clés à suivre maintenant, cette année, l'année prochaine. Premièrement, pour ceux qui auraient un doute, là on voit quelques courbes de ces scénarios qui ressemblent à des scénarios que fait l'AIE ou que font d'autres, hein, mais c'est des scénarios bien différenciés. Et ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'émissions, on ne parle pas d'une transition, on parle d'une rupture, et que cette rupture est nécessaire, si on veut rester sous les 2 degrés ou 1,5 degré, elle passe à la fois par une grande transformation du système énergétique, et en particulier, vu d'un côté la baisse rapide et forte des fossiles, et de l'autre côté l'utilisation d'énergie décarbonée et renouvelable essentiellement, et de l'autre côté par une baisse de la consommation. C'est l'ensemble des deux qui permettra, en tout cas dans tous nos scénarios, d'y arriver. Et donc, ça suppose un certain nombre de ruptures, comme le montrent ces différentes courbes. Ensuite, alors ce slide est un peu dense, il faudrait que je l'allège. Ce qu'il faut retenir quand on parle d'objectifs long terme, donc objectif à 2050, zéro émission nette, 1 ou 5 ou 2 degrés, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que quand les pays de l'OCDE en particulier annoncent, comme l'Union européenne l'a fait et pas mal d'autres pays en parallèle, qu'ils visent un objectif zéro émission nette en 2050, c'est un grand pas en avant, en tout cas en termes d'objectifs. Si on fait rien, ça change pas grand-chose, mais c'est un objectif qui est cohérent globalement avec l'objectif qui est de rester sous les 2 degrés quand on vise zéro émission nette à 2050.
Alors, il y a quelques précautions à prendre. C'est qu'en général, quand on parle de zéro émission nette, ça prend tout en compte, tous les gaz à effet de serre, et pas seulement ce qui est énergie et process industriels. Donc, il y a un enjeu fort qui touche à l'agriculture, à l'alimentation, aux émissions de méthane, etc., à l'utilisation des forêts, etc. Donc, en France, par exemple, c'est bien pris en compte dans la loi. Nous, on travaille pas mal en ce moment avec le Pakistan, le Maroc. Il y a énormément de ces pays pour lesquels la dimension énergétique, c'est un élément, mais la dimension agricole, nourriture des populations en augmentation et l'utilisation des forêts sont des enjeux très forts. Voilà. Donc, on n'en parlera pas très longtemps, nous, ce n'est pas notre compétence, mais de plus en plus, on est amené à bien prendre en compte l'ensemble des secteurs, l'ensemble des émissions. Et quand on parle de zéro émission nette, c'est bien l'ensemble. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand les… Alors après, il y a les zéro émission nette des pays, il y a aussi les entreprises qui parlent de zéro émission nette, des villes, etc. Donc, c'est des sujets assez compliqués parce que la manière de définir, de prendre en compte tel ou tel périmètre peut être très variable. Mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui d'évoquer ça. Au niveau des pays, quand on parle de zéro émission nette, et s'il n'y a pas de changement de périmètre, ça veut dire si on n'envoie pas les émissions, s'il n'y a pas de fuite d'émissions, on dit pas… on n'envoie pas les productions, notamment industrielles, dans d'autres pays, c'est un objectif qui permet des ruptures, qui demande des ruptures fortes. Donc, ça fait du sens et c'est intéressant. Et ce qu'on a souligné là, c'est que cet objectif ZEN pour les pays OCDE en 2050 et pour la Chine, l'Inde, par exemple, au OCDE en 2060, ça permettrait globalement d'atteindre un objectif de hausse de température limité à 2 degrés. Il faut noter que du coup, ça veut dire qu'il y a des pays qui seront en émissions négatives. En Europe, pour être à zéro au total en net, ça veut dire qu'il y a des pays qui ont plus de potentiel, notamment au niveau des forêts, qui partent de moins loin en termes d'émissions, la France par exemple, mais les pays nordiques, et qui devraient être à émissions négatives si on veut que l'Europe soit à émissions globales nulles. Un petit commentaire en passant d'ailleurs, c'est que ces raisonnements zéro émission nette se font sur les émissions liées au territoire des uns et des autres, et que ce n'est qu'une partie du problème, que quelque part on est obligé, d'ailleurs le Haut, comme le Conseil pour le climat en France le souligne, comme d'autres, il est essentiel de raisonner en empreinte carbone à un moment donné, même s'il y a très peu de données et que c'est complexe. En France, par exemple, la moitié des émissions que nos modes de vie consomment, émettent, sont importés. Voilà, donc il y a un moment, on ne pourra pas attendre 2050 avant de traiter des questions qui touchent à l'empreinte carbone. Voilà pour 2050. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que oui, quand on parle de zéro émission nette en 2050, globalement, c'est cohérent avec un objectif de rester dans l'accord de Paris. Ensuite, par contre, les objectifs à 2030, donc les pays s'engagent sur les objectifs 2030, l'Union européenne vient de les revoir, les US aussi. Là, les objectifs à 2030, ils étaient jusqu'à il y a peu de temps sur le scénario en bleu. Et depuis un an, il y a des pays qui annoncent des nouvelles NDC, il y a les nouveaux engagements qui ont été pris jusqu'à la semaine, au mois d'avril aux États-Unis. Et globalement, ces améliorations, il y a des améliorations, mais on ne baisse que de 3 à 4 gigatonnes à horizon 2030. Donc, on fait une petite partie du chemin, 30 à 40%. Alors, ça dépend du scénario qu'on prend au-dessous. Il y en a qui sont plus durs, qui disent que c'est moins. Mais pour nous, c'est moins de la moitié du chemin et on n'est évidemment que dans des annonces encore à ce stade-là. Alors, ceci dit, le point positif, c'est que probablement, avec la COP26 qui arrive, il y a une pression qui monte de plus en plus pour que d'autres pays s'engagent pour aller plus loin là-dedans dans les annonces pour 2030. Voilà, donc au 2030, on n'est pas encore cohérent avec une trajectoire sous les 2 degrés. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, Morgane a présenté le passé. Moi, je voulais commenter les plans de relance avec une source concurrente, si je comprends bien, de celle de Benoît. Nous, on utilise, alors on ne le fait pas nous, on regarde de temps en temps, mais il y a Vivid Economics qui, avec d'autres, a développé, donc j'enlèverai les références si Benoît veut mettre les siennes. Ça doit donner à peu près la même chose globalement. C'est une étude qui est parue l'an dernier déjà 2 fois, puis il y a une mise à jour là au mois de février, il devrait y en avoir une bientôt avec les nouveaux engagements, où on voit dans les plans de relance qu'est-ce qui contribue positivement ou négativement à la lutte contre le changement climatique. Donc, je vous invite à les regarder là ou ailleurs. Ça, c'est très intéressant, puisqu'on voit que la plupart des plans de relance qui sont sortis l'an dernier étaient avant tout du soutien à l'économie comme avant, et voilà, à une économie largement carbonée. Donc, la France, d'ailleurs, déjà était parmi les bons élèves en relatif,
alors qu'en France, on peut dire, oui, il n'y a que 30% du plan de relance qui est conforme, qui aide au changement à la lutte contre le changement climatique. Mais au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. En tout cas, c'est relativement à d'autres pays, c'est bien plus positif, ainsi que l'Union européenne. Et il y a plusieurs pays nordiques qui ont été rajoutés, sinon c'est le G20. Et donc, les pays nordiques qui n'auront pas un poids colossal, mais sont tous aussi pas mal orientés de ce point de vue-là. Voilà. Donc, à ce stade, mais Benoît le commentera peut-être après, à ce stade, les plans de relance alors, sont meilleurs dans ce sens, ça s'est amélioré que par rapport à 6 mois plus tôt, et on peut espérer que ça évolue de nouveau, mais globalement, ce n'est pas les plans de relance qui vont changer à court terme les tendances. Voilà, sur ce slide, on a représenté les grands changements que suppose une trajectoire zéro émission nette, un certain nombre de grands changements, mais pour insister sur le fait qu'on n'est pas que dans un axe qui est, par exemple, décarboner la production d'énergie. Et il me semble intéressant de les lister, ces grandes transformations, puisque après, c'est là qu'on peut suivre concrètement des éléments chiffrés sur un certain nombre de ces sujets. Donc, par exemple, sur les politiques, évidemment, il y a un gros enjeu sur l'évolution des engagements, et là, on peut mesurer ce que les pays, ce à quoi ils s'engagent et ce à quoi ils vont s'engager d'ici la COP26. Mais il y a aussi, plus concrètement, les évolutions dans les pays politiques court terme, et puis il y a les consommations d'énergie et les émissions de CO2 en termes de résultats. Voilà, les systèmes énergétiques sont en cours de transformation et ça s'accélère. Donc là, ce qu'on suit concrètement, c'est la baisse des fossiles, la baisse par exemple des subventions aux fossiles, qui est un élément essentiel là-dedans, puis globalement la baisse de la part des fossiles dans le mix. Dans l'évolution des capacités décarbonées, y compris la question qu'évoque Benoît sur les tendances. L'électrification des usages, qui est un enjeu majeur. Morgane montrait une petite courbe, là on est à 20% maintenant à peu près de consommation finale d'énergie satisfaite par de l'électricité. Dans les scénarios de long terme verts, on arrive à 40 ou 50%. Alors il n'y a pas que l'électricité qui est décarbonée, il y a d'autres vecteurs qui sont décarbonés, on peut avoir du gaz vert, etc. Il y a l'usage de l'hydrogène, évidemment, mais l'électricité est à la fois source d'une meilleure efficacité, qui est essentielle, et on l'oublie parfois. Ça peut permettre que les moteurs électriques, les voitures électriques, etc., même si c'est de l'électricité à base de charbon, font gagner énormément de consommation et un gain d'efficacité qui est très important. Et en plus, l'électricité peut être décarbonée, pour peu qu'on s'en donne les moyens. Donc, il y a un double enjeu à une accélération de une accélération de l'électrification. C'est-à-dire qu'on est passé de 2000 à 2020 de 15 à 20% à peu près dans la courbe que montrait Morgane, et il faudrait que cette évolution chaque année soit beaucoup plus forte, et ça dans chaque secteur. Voilà, bon, j'accélère. Il y a évidemment l'approche sur chacun des secteurs en termes de décarbonation, en termes d'efficacité, en termes de sobriété, on y reviendra. Et dans les secteurs, il y a aussi l'évolution du secteur agriculture-alimentation et le fameux UTKTF qui est globalement tout ce qui est usage des terres, les changements d'affectation des terres, l'évolution des forêts, qui sont des enjeux énormes, à la fois en termes d'alimentation d'un côté d'ailleurs, de production de biomasse et aussi de captation naturelle des émissions de CO2. Un autre axe, c'est de regarder la baisse de la consommation. Il n'y a pas juste comment est-ce qu'on produit l'énergie et comment est-ce qu'on la décarbone, c'est aussi comment évolue la consommation énergétique et comment est-ce qu'on arrive à moins consommer d'énergie pour un service donné. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc, quand on améliore le moteur de sa voiture, même s'il reste sur du thermique, ou quand on passe à un moteur électrique, on est dans de l'efficacité, on a le même service, on fait le même nombre de kilomètres, mais on gagne de l'efficacité, on consomme moins d'énergie. Là où la sobriété consiste, elle, à réduire les usages et les services qui consomment de l'énergie. Donc, en l'occurrence, quand on fait du télétravail, c'est typiquement, ça a un impact sur la baisse de la mobilité. Et donc, évidemment, derrière la baisse de la consommation d'énergie et la baisse d'émissions. Voilà, leur dernier axe de regard et de changement, c'est qu'on n'est pas que dans des changements politiques et
et gérée par les gouvernements au niveau national et international, c'est une affaire qui est multi-acteurs, donc ça va de soi, sans aucun doute pour tout le monde, à la fois qui concerne les entreprises et les transformations qu'elles apportent, les investisseurs, les financeurs, d'ailleurs au niveau institutionnel de la transition dans les pays en voie de développement notamment, mais aussi les investisseurs privés et comment ils gèrent leur portefeuille d'actifs, ce qui bouge beaucoup ces années-ci. Il y a évidemment l'aspect citoyen que nous sommes, des comportements des uns et des autres et notre contribution à cette transformation, et les collectivités territoriales, les villes, les régions qui gèrent quand même, qui ont un impact très fort sur les politiques qui peuvent toucher au bâtiment ou au transport notamment ou à l'alimentation. Voilà, donc sur l'ensemble de ces leviers, il y a des attentes, des ruptures potentielles. Et nous, on essaie à la fois d'illustrer ça dans les scénarios qu'on produit et de suivre les évolutions de ces sujets-là, non pas au jour le jour, mais en tout cas chaque année pour voir si les ruptures s'enclenchent ou non. Et du coup, on nous a demandé là récemment, du coup, on a fait un slide là-dessus, d'analyser la production de l'AIE, la roadmap que l'AIE a produite récemment, qui est un document très intéressant, très complet, qui est en rupture quand même vu de l'AIE par rapport au scénario d'avant, entre guillemets. Donc, dans les points qui nous paraissent forts, positifs, avec lesquels on ne peut que être d'accord, il y a l'évolution des engagements des pays, l'ambition du scénario, qui est très ambitieux, ce scénario qui vise zéro émission nette sur le secteur de l'énergie et de l'industrie, sans la captation des forêts, donc ça va très loin. Ça va très loin, comme chacun l'a remarqué, en termes de baisse des fossiles, en termes d'augmentation des capacités décarbonées et de l'électrification des usages, donc tout ça est fort bon, il n'y a plus qu'à. Après, on a un certain nombre de remarques sur la maturité, le rôle des nouvelles technologies, puisque l'AIE, par définition, est l'agence de l'énergie et non pas l'agence de tout ce qui est changement climatique. Donc, ils poussent à une transformation très forte de l'ensemble du système énergétique et avec une utilisation des nouvelles technologies qui est forte. Puisque la moitié à peu près des réductions d'émissions par rapport à un scénario tendanciel se fait par des technologies qui existent, les renouvelables, etc. Mais l'autre moitié se fait par des technologies qui n'existent pas encore, en tout cas pas au niveau industriel. Donc le CCS, l'hydrogène, etc. Donc il y a un gros pari qui est fait dans le niveau de maturité, de performance et de rôle que peuvent avoir les nouvelles technologies dans ces scénarios-là. Voilà, la partie efficacité aussi est un peu à souligner parce qu'il y a un effort d'efficacité qui est assez important, mais qui se réduit dans la durée. Donc, c'est une vraie question de savoir comment la demande peut évoluer. Et dans les points sur lesquels nous, on considère qu'il y a des enjeux dans les études prospectives de maintenant et de demain, qui ne sont pas abordés dans cette étude-là, c'est la répartition des efforts entre les pays. Voilà, personne ne gère le système énergétique mondial seul, donc la manière de répartir les efforts de décarbonation, de consommation, de financement entre les pays reste un sujet majeur. Il n'y a pas là-dedans d'autres chocs économiques, politiques, sanitaires ou autres qui sont pris en compte. Et le point clé qu'il y a, c'est la part de la sobriété, c'est-à-dire que dans les scénarios de l'AIE, la demande ne baisse pas, elle baisse moins que si elle continue à augmenter fortement, voilà, pour dire une la palissade, mais globalement, l'effort de sobriété est peu présent, il est commenté, ce qui est déjà une bonne nouvelle, mais il ne donne pas lieu à beaucoup de gains. Voilà, donc on peut globalement challenger cette partie-là et se dire que les sujets de l'évolution de la demande globalement et de comment notre monde pourra dissocier l'évolution, le bien-être, l'économie et le développement d'une consommation énergétique qui continue à augmenter est une question majeure, voilà, clé. Donc c'est cette question du mix efficacité et sobriété. Voilà, ce qui n'est pas du tout abordé, que j'évoquais tout à l'heure aussi, c'est cette approche sur l'empreinte carbone, qui là aussi donc, pose des questions essentielles dans la répartition des efforts et des rôles pour demain. Donc pour le redire, hein, c'est la prise en compte non pas des émissions qu'on a sur son propre territoire, mais des émissions que notre mode de vie, notre activité génère. Voilà, en résumé, et puis après je passerai la parole à Benoît,
en résumé, alors il n'y a pas d'ailleurs de conclusion, mais de cette partie-là, alors premièrement, la tendance des émissions, elle est loin d'être compatible avec l'objectif de l'accord de Paris, là on l'a dit un certain nombre de fois déjà. L'impact de la crise sanitaire et économique est avant tout conjoncturel, ça c'est ce que commentait Morgane pour 2020 et 2021. Le troisième point, alors on n'est pas trop branché vocabulaire chez Enerdata, mais quand même, il y a un enjeu qui est de bien comprendre que au-delà de transition, on est toujours en transition, il y a un besoin de rupture et de changement fort. Voilà, donc le terme rupture est sans doute mieux adapté, même s'il ne plaît pas, et que ces ruptures, c'est à différents niveaux, c'est et dans la décarbonation du système énergétique, évidemment, mais c'est aussi dans l'efficacité des usages, et notamment via l'électrification. C'est aussi dans la sobriété et la réduction de la consommation d'énergie de nos modes de vie. Mais au sens large, la sobriété, ce n'est pas que les citoyens, c'est aussi le mode d'organisation des entreprises, des collectivités, etc. Et ça se décline après dans des approches sectorielles fines et au niveau de tous les acteurs. Voilà. Donc on est dans un vrai besoin de rupture. Ensuite, sur le papier, c'est pour ça que c'est très bien qu'on ait Benoît qui va nous expliquer comment il voit ça vu du HCC, parce que sur le papier, on sait faire. Les modélisations montrent que techniquement, on arrive à faire les choses sans inventer des nouvelles technologies ou des gains de productivité complètement inatteignables. Mais voilà, les objectifs long terme se rapprochent du besoin. Les objectifs à 2030, on est un peu au milieu, vers à moitié vide ou à moitié plein, mais aujourd'hui, les chiffres et les tendances actuelles et les nouvelles décisions, dont les plans de relance, restent assez loin du compte. Donc, voilà, la question, c'est qu'est-ce qui peut se passer dans les 2 ans qui viennent. Alors, il y a la COP26, mais au-delà, qui permettrait d'initier ou de constater l'évolution et le démarrage de certaines des ruptures nécessaires. Voilà, donc Benoît va nous éclairer. Excusez-moi, j'ai remis les questions en anglais qu'on a posées qu'on évoquait, mais bon, je suppose que chacun pourra les comprendre. Donc là, ce qu'on a demandé à Benoît, ce qu'on demande à Benoît de nous dire en 5-10 minutes, c'est qu'est-ce que, bon, globalement, cette présentation et ce qu'on a mis sur la table, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce qu'il y a comme bonne nouvelle et comme mauvaise nouvelle là-dedans, mais aussi globalement de ton rôle d'observateur ou d'acteur. Voilà, comment tu arriverais à pondérer des tendances positives par rapport aux questions ou aux doutes, et qu'est-ce qu'il y a comme signe qu'on peut guetter dans les mois, dans les mois qui viennent, j'allais dire, pour détecter cette accélération. Et éventuellement, si tu as des messages pour Enerdata, nous les recevrions volontiers. Allez, je me lance. Bah, écoute, merci Pascal et Morgane du coup pour la présentation doublée. Alors, je vais essayer de donner quelques éléments en mélangeant joyeusement ma casquette au Conseil pour le climat et ma casquette I4CE. Alors, pour ceux qui sont intéressés, puisque Pascal l'a mentionné, le Haut Conseil pour le climat a sorti un rapport sur l'empreinte carbone. Je ne vais pas en parler en long, large et en travers, mais je vous encourage à aller sur le site du Haut Conseil pour le climat, à le lire et puis à interagir avec nous là-dessus plus tard. Et puis je vais peut-être essayer en quelques minutes de brosser alors quels sont disons qu'est-ce qui manque peut-être pour l'instant et quelles sont les bonnes nouvelles, un peu les signaux faibles qu'on peut regarder, enfin les signaux faibles ou les signaux pas très faibles, mais en tout cas là où il faut pousser. Allez, je me lance, je vais vous dessiner une fusée à 3 étages en gros. Donc alors le premier étage en gros. Alors souvenez-vous, moi je vais parler du truc qui unit tout le monde. Dans la diapo où Pascal mettait finalement toutes les briques qu'il faut faire bouger, c'était avant-dernière diapo si ma mémoire est bonne, où il y avait finalement tous les gens qui avaient quelque chose à faire. Voilà, c'est celle-là. Voilà, on voyait un petit peu tous les trucs à surveiller et moi je vais vous parler du machin qui unit tout le monde, c'est l'argent. Voilà, je travaille sur les questions économiques et financières. Et puis, souvenez-vous, comme vous avez tous lu l'accord de Paris, vous savez qu'il y a un objectif 2 degrés, voire 1,5 degré, un objectif adaptation, résilience au changement climatique. Et puis, le 3e objectif de l'accord de Paris, c'est aligner les flux financiers avec les 2 objectifs précédents. Sous-entendu qu'en 2015, nous étions peut-être dans un monde dans lequel les flux financiers n'étaient pas tout à fait alignés avec les 2 objectifs précédents,
Question ouverte. En 2021, sommes-nous un peu plus alignés? Est-ce que les flux financiers sont un peu plus alignés avec les flux précédents, enfin avec les objectifs 2 degrés et adaptation? On peut un petit peu en douter, mais on a quand même fait quelques progrès, ce que mettait Pascal aussi avec les petits camemberts, les petits verres à moitié vide ou à moitié plein. Allez, la fusée à 3 étages, je me lance. Premier étage, pour réussir cette transition, alors un scoop, on ne va pas complètement y arriver par hasard, il faut un petit peu de, alors je vais utiliser un gros mot, planification, anticipation, enfin bref, je ne sais pas, vous mettez, selon la chapelle économique à laquelle vous appartenez, vous mettez ce que vous voulez derrière. C'est peut-être pas le Gosplan, mais en tout cas, on ne va pas arriver à un monde zéro carbone complètement par hasard. Donc, quelque part, il va falloir un petit peu de pilotage, d'anticipation, de stratégie, de planification, vous mettez ce que vous voulez. Mais tout ça pour dire, la première des choses pour moi, c'est déjà de mesurer les besoins d'investissement, parce que finalement, ces questions, notamment sur le secteur énergétique, ça se ramène assez vite à des questions d'investissement. Il y a évidemment les comportements qui vont jouer, mais si vous voulez que les gens, fondamentalement, consomment moins d'énergie, ben, il va falloir investir, que ce soit dans la rénovation des logements, que ce soit dans des mobilités alternatives, etc., dans des systèmes de production plus propres, etc. Il va falloir faire de l'investissement. Et moi, je suis surpris de voir le nombre de pays qui ont des engagements, parfois à très long terme, qui parfois déclinent ces engagements à très long terme avec des engagements à plus court terme, 2030-2040, qui parfois, et là il y a un nombre déjà beaucoup plus restreint de pays, qui parfois déclinent ces objectifs dans des scénarios techniques, disons, qui essayent de décrire une stratégie pour atteindre les objectifs. Et puis quand on arrive ensuite au business plan, disons, le nombre de pays qui se disent bah, finalement pour répondre à ça, quels sont mes besoins d'investissement, public, privé, etc., il y a beaucoup moins de candidats. En fait, il y a très peu de pays qui ont fait cet effort de chiffrer les besoins d'investissement dont ils vont avoir besoin dans la durée, à horizon 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, et peut-être jusqu'en 2050 pour les plus courageux. Alors il se trouve qu'en France, on a fait cet exercice. C'est un exercice intéressant parce que ça permet déjà de voir ce qui est fait aujourd'hui et puis de comparer ça à ce qu'il faudrait faire pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Pascal, tu as parlé du Maroc. Le Maroc fait aussi partie des pays qui ont fait cet exercice à la fois rétrospectif et prospectif. Combien j'investis pour le climat dans la mobilité propre, la rénovation des logements, l'énergie propre, etc. Et combien il faudrait que j'investisse demain. Évidemment, de comparer les deux et de se poser la question, bah, comment je fais pour réaliser mon business plan. En fait, très peu de pays l'ont fait. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à faire pour Enerdata et pour d'autres, en travaillant notamment avec tous les pays qui ont fait des trajectoires dans le cadre du DDPP, du Deep Decarbonization Pathway Project, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire pour décliner ces trajectoires j'allais dire, en chronique d'investissement, pour le dire vraiment de façon très lapidaire. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Combien d'argent il va falloir mettre sur la table? Dans la durée, important. La transition ne va pas s'arrêter dans 1 an, même dans 5 ans, et peut-être même pas dans 10 ans. Ça va peut-être durer un peu plus. Deuxième étage de la fusée, la réorientation des budgets publics. On en a parlé quand on parlait des plans de relance. En fait, les budgets publics aujourd'hui, fondamentalement, sont pas forcément très verts. Ils sont parfois un petit peu verts et puis parfois un petit peu marron aussi. Et dans les budgets publics, typiquement, il y a 2 choses à surveiller. Il y a les exercices de type budget vert. La France, vous le savez, s'est engagée à verdir son budget déjà dans un premier temps, être transparent sur la verdeur du budget. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on est transparent sur la verdeur du budget, on sait ce qui est vert, ce qui est moins vert dans le budget de l'État, ben, quelque part verdir ce budget, c'est-à-dire faire grossir les dépenses ou les recettes plutôt favorables au climat et puis réduire les dépenses défavorables au climat. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Et avec mon regard d'observateur, je peux vous dire que les démarches de type budget vert, donc initiative lancée par l'OCDE, le Mexique, la France en grande pompe en 2017, en fait, reprennent du poil de la bête après avoir travaillé en sous-marin pendant quelques années. Là, on voit plusieurs pays qui s'intéressent à ces thématiques de budget vert, ce qui nous semble d'autant plus intéressant qu'on ne sait pas trop dans quel état seront les finances publiques dans quelques années. Et donc, ce qui est à peu près certain, c'est que pour le climat, et peut-être même plus largement pour l'environnement, il va falloir dépenser plus. Ça, c'est à peu près certain. Pour assurer la transition, il va falloir dépenser mieux, c'est tout autant certain. Arrêter les gabegies d'argent public sur certaines choses qui sont fondamentalement inefficaces et qui servent uniquement à dire au gouvernement à dire qu'il dépense beaucoup d'argent dans le cadre du plan de relance. Ça, c'est très bien, mais il faut de l'argent utile, notamment pour l'environnement. Et puis, dépenser pour tous, c'est-à-dire finalement offrir des alternatives. Ça ne sert à rien de taper sur la tête des gens en leur disant « réduisez vos émissions ».
s'ils n'ont pas des alternatives, typiquement sur la mobilité, ça ne sert à rien de dire aux gens achetez des voitures plus propres s'ils n'ont pas les aides, prenez les transports en commun s'il n'y a pas de transport en commun, etc. Donc il faut aussi offrir des alternatives. Pareil sur la rénovation énergétique des logements, c'est pas simplement en claquant des doigts ou en tapant sur la tête des gens qu'on fait de la rénovation énergétique des logements. Il faut un petit peu d'aide, d'accompagnement financier, technique, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément à regarder du côté de la réorientation des finances publiques. Deuxième élément, les banques publiques de développement, qui sont des acteurs fondamentaux dans cette affaire. Alors, un petit peu par les volumes qu'ils dégagent, mais aussi par l'effet d'entraînement qu'ils peuvent avoir. En fait, les banques de développement ont un effet incitatif, enfin, ils peuvent montrer l'exemple, et puis à travers leur contrepartie, orienter quand même pas mal disons, le verdissement de l'économie. Et en fait, nous, ce qui nous a frappé dans l'exercice qu'on a fait sur les plans de relance, on a inclus 9 banques multilatérales de développement dans l'exercice. Et en fait, ce qui nous a frappé, c'est que 2020 pourrait, parce qu'on attend les derniers chiffres, pourrait être la première année dans lequel les MDBs, donc les banques multilatérales de développement, n'ont pas financé de nouveaux projets charbon. Alors on attend encore, ça c'est quelque chose qui nous semble utile. En revanche, il y a quand même 3 milliards d'argent public à travers les MDBs qui ont été dépensés pour des projets fossiles, 12 milliards pour des projets bas carbone. Les 3 milliards sur des projets fossiles, c'est quand même un petit peu inquiétant parce que ça va à rebours des engagements des banques de développement de s'aligner avec l'accord de Paris, d'être neutre en carbone, etc. 3 milliards, alors vous me direz, s'il n'y a pas de charbon là-dedans, c'est quoi les 3 milliards? Je vais vous répondre, c'est essentiellement du gaz, 75% du gaz, ce qui pour moi pose une question pour les banques de développement, quid du gaz comme énergie de transition, jusqu'où la transition, etc., etc. Voilà, donc ça permet aussi de reboucler avec la présentation de Morgane dans la première partie. Quid finalement de la réorientation de ces flux, à la fois du côté des budgets publics et puis des banques publiques de développement. J'insiste par ailleurs dans la durée. Les plans de relance, notamment en Europe, en France en tout cas, le plan de relance est borné par l'horizon 2022. Scoop pour vous, la transition énergétique ne va pas s'arrêter en 2022. Qu'est-ce qui va se passer après? Voilà, terra incognita, et en gros, en France aujourd'hui, c'est de l'argent public européen qui finance le volet climat du plan de relance. Donc, qu'est-ce qui va se passer après 2022? Et j'imagine que ce type de question peut se poser dans tous les pays du G20. Et peut-être même un petit peu au-delà. Je finis dans les quelques minutes qui restent, je vous avais promis un 3e étage de la fusée. Donc, premier étage, on a bien compris, besoin d'investissement public, public et privé. Combien on investit aujourd'hui? Combien il faudrait investir à plus ou moins long terme. Deuxième étage de la fusée, réorientation des budgets publics. Tant qu'il n'y a pas de réorientation des budgets publics, il ne faut pas rêver, il n'y aura pas de réorientation des financements privés. Et donc, j'en viens à mon 3e étage de la fusée, la réorientation des flux financiers privés. Et donc là, c'est là où on va faire intervenir les autres acteurs, donc les acteurs dont a parlé Pascal aussi. Ça peut être des investisseurs, des banquiers, des asset managers, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, mais également l'économie réelle, c'est-à-dire finalement les entreprises non financières de l'économie réelle, les entreprises industrielles énergétiques qui font tous les jours des décisions d'investissement et qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc quand on parle de réorientation des flux privés, en gros, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire à la fois donner des incitations, donc là on va reboucler sur le verdissement des budgets publics, donner des incitations à travers par exemple de la fiscalité appropriée. Et puis ça veut aussi dire deux choses différentes, peut-être un peu plus financières, un peu moins économie réelle. Ça veut aussi dire la gestion des risques et la régulation financière. Et donc là, au moins en Europe, on espère en France et en Europe, on a en tout cas plutôt le vent en poupe de ce point de vue. Ça ne veut pas dire que tout va bien se passer, mais en tout cas, il y a des vents plutôt porteurs, à la fois du côté de la gestion des risques et de l'alignement des institutions financières avec l'accord de Paris. Vous voyez un certain nombre d'institutions financières prendre des engagements pour s'aligner avec l'accord de Paris. Après, la question à 2 roubles, ça veut dire quoi exactement s'aligner avec l'accord de Paris? Quels sont les processus qu'on met en œuvre, etc. Et c'est ça qu'il va falloir suivre aussi. Et puis, gestion des risques, là, c'est pareil. On a un certain nombre d'acteurs qui sont un peu nouveaux dans le système, qui n'existaient pas sur le climat et la transition énergétique il y a encore 3 ans et qui viennent maintenant, enfin il y a 5 ans, allez, on va dire, ce sont les superviseurs de la finance. Donc les banquiers centraux, notamment les autorités de marché, qui s'invitent dans le débat sur la transition énergétique et sur le climat, pas pour protéger la planète, mais pour protéger la stabilité des systèmes financiers, c'est-à-dire finalement répondre à leur mandat. Et c'est très bien. Moi, quelle est la motivation qui est derrière tout ça? Je comprends tout à fait que les acteurs ne soient pas motivés par le fait de protéger la planète, mais, et c'est sain, motivés par leur mandat. En l'occurrence, c'est plutôt protéger les épargnants, les systèmes financiers, etc. Donc c'est tout ça qu'il va falloir suivre. Ça fait peut-être beaucoup de choses à suivre pour Enerdata, et peut-être qu'Enerdata n'a pas vocation à suivre tout ça, mais en fait, c'est autant d'éléments
qu'on peut peut-être suivre dans la durée pour savoir si oui ou non on va dans le bon sens. Et in fine, je vous ai beaucoup parlé finance, ce qui compte à la fin, c'est quand même l'économie réelle. Hein. C'est-à-dire que la finance n'est jamais qu'une couche un petit peu supplémentaire sur tout ça. Ce qui compte avant tout, c'est vraiment les investissements dans l'économie réelle, ce qu'un économiste appellerait de la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire des millions d'euros dans des mégawatts installés ou des mégawatts pas installés, ce qu'on va appeler de la sobriété ou de l'efficacité énergétique. Voilà, Pascal, je te repasse la parole. Merci, Benoît. Merci, merci. Tu peux regarder, il y a une question sur laquelle tu pourras sans doute répondre mieux que nous dans le chat. Il y a quelques questions, donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez utiliser, il nous reste 3-4 minutes, 5 minutes max, le bouton Q et R. Alors, Morgane, je voulais répondre à la question là, qui touche aux écarts entre les prévisions faites l'an dernier, puisqu'on on fait des prévisions, et la question c'est est-ce qu'une fois qu'on atterrit derrière, on regarde ce qu'on avait prévu et qu'on explique s'il y a des écarts, pourquoi? Oui, c'est un bon point, c'est une question intéressante. Effectivement, hein, nos estimations l'année dernière étaient bonnes, mais pas parfaites. Donc il y avait des écarts. Le principal, on va dire, il y avait deux types d'écarts. Une partie, on va dire, c'est l'estimation du PIB. Il est prévu une chute peut-être un peu plus forte, mais là, on se reposait sur des projections d'autres institutions. Hein. Nous ne sommes pas des macroéconomistes, donc c'est expliqué peut-être pour moitié de l'écart constaté. Une autre partie, ça venait d'une surestimation, on va dire, de la baisse de la consommation dans l'industrie, dans les pays notamment OCDE. En fait, pour faire nos calculs, nos estimations, on s'est quand même reposé en bonne partie sur la dernière crise observée, celle de 2009, en reprenant certains indicateurs. Et donc la crise du Covid, la crise sanitaire, on le sait, est bien différente. Et donc on a appris justement des chiffres réalisés 2020. On a essayé d'intégrer un peu mieux ces relations-là pour améliorer la méthodologie pour 2021. Merci. Un point sur les travaux sur la demande. Donc, est-ce qu'on a des travaux sur de scénarios disruptifs sur la demande et la consommation d'énergie? Ça, c'est une bonne question. Alors, il se trouve que Enerdata, historiquement, a toujours beaucoup travaillé sur les questions liées à la demande et en particulier aux effets de l'efficacité énergétique, en travaillant en Europe, mais et dans bien d'autres pays maintenant, à comparer les tendances d'efficacité, les politiques, les indicateurs d'efficacité dans le détail. Donc ça, c'est une longue histoire et qui continue. On a des projets actifs dans pas mal de pays en ce moment et qui sont publics, financés par d'ailleurs parfois l'ADEME, l'AFD, etc. On démarre en ce moment un projet avec on ne l'a pas encore annoncé sur notre site, mais je crois qu'on va le faire dans les jours qui viennent. Donc, avec un industriel fabricant de matériel électrique qui n'est pas loin, géographiquement, pour ceux qui ont compris où on était basé. Et voilà, pour analyser l'évolution, pour analyser justement ces questions de rupture potentielle sur la demande. Et donc ça nous excite beaucoup parce qu'il y a des enjeux énormes là-dessus. Donc que ce soit en termes d'efficacité, de technologie, de voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Et quand on regarde les scénarios, puisque ça on a fait pas mal de boulot là-dessus, tous les scénarios qui existent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de scénarios qui regardent des ruptures potentielles. Il y a beaucoup de scénarios qui regardent les technologies et les sources de production d'énergie, mais pas tellement sur les consommations. Et là, quand on va dans le détail, secteur par secteur, notamment en termes d'électrification, avec les pompes à chaleur, etc., il y a quand même des gros trucs à creuser. Donc ça, on est ravis de travailler sur ce sujet-là pour voir jusqu'où ça peut aller. Sur la sobriété, en revanche, parce que ça sera plutôt orienté efficacité, quoique, mais sur la sobriété, on a moins de travaux, il y a moins de données, il y a moins de comparaisons. On est sur des parties qui sont parfois qu'on peut comparer, combien de kilomètres par personne, mais il faut prendre en compte les pays. Il y a dans les comportements, c'est pas simple toujours, mais on commence à faire ça. Voilà, mais comme c'est un axe majeur pour l'avenir, que ça rejoint complètement notre raison d'être, qui est d'éclairer un certain nombre de choses, nous,
comment dire, volontaires pour investir et trouver des manières d'illustrer ce qui se passe derrière ces questions de sobriété et pour travailler là-dessus pour peu que ça, voilà, parce que ça va intéresser, c'est pas pour peu que ça intéresse, parce que ça va intéresser de plus en plus d'acteurs. Donc on est plus dans le démarrage. Benoît, tu veux répondre à la question sur les taxes? Allez, je vais prendre. Ouais, je peux même répondre à celle sur la croissance. Enfin, en tout cas, donner un élément. Bon, allez, quelle crédibilité pour la croissance verte de l'AIE? Alors, à titre perso, je crois pas beaucoup à tous les gens qui disent demain on rase gratis, etc. Enfin, vous le voyez du reste. Demain on rase gratis et la croissance sera verte, etc. Je ne suis pas certain que la transition vers une économie bas carbone va générer beaucoup plus de croissance par rapport au scénario de référence et ni même beaucoup plus d'emplois. Je suis pas certain que ça aura beaucoup d'impact sur l'emploi, ce qui à mon avis c'est mon côté un peu orthodoxe, ce qui à mon avis est une excellente justification pour faire cette transition. Parce que si ça n'a pas tellement d'impact sur l'emploi en net, autant la faire. Parce que ce qui est certain, c'est que si on la fait pas, on va prendre cher. Voilà, donc je réponds de façon peut-être un petit peu détournée. Je suis pas certain qu'il faille en tout cas se dire qu'on fait cette transition parce que ça fera plus de croissance verte. C'est pas pour moi la bonne justification. Si ça en fait, tant mieux. On sera content. Allez, sur les taxes, boum. Alors, c'est beaucoup de taxes, l'énergie. Oui, est-ce un levier d'action majeur au niveau macro-prospectif? Oui. On s'est livré un petit exercice et vous pouvez, comment dire, si vous avez si vous avez des insomnies, je vous encourage à regarder l'annexe au projet de loi de finances 2021 qui a été publié en septembre 2020. L'annexe sur l'impact environnemental du budget de l'État. Ça dit en fait toutes les dépenses fiscales et budgétaires qui ont un impact notamment sur le climat, sur les émissions de gaz à effet de serre. On voit qu'il y en a pas mal. Nous, on avait fait un exercice pour entre guillemets, inciter gentiment le gouvernement à faire cet exercice d'impact environnemental du budget. Quand on avait peigné le projet de loi de finances des années précédentes, on avait trouvé 250 mesures budgétaires et fiscales qui avaient un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. 250. Hein. Donc, il y a beaucoup de taxes carbone en France. Voilà, il y en a une qui s'appelle taxe carbone, mais en fait, il y a 249 autres mesures fiscales et budgétaires qui ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est un levier d'action majeur. Quand je parle de réorientation des budgets publics, c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est à la fois les recettes, c'est également les dépenses budgétaires, donc les subventions, pour parler français, et puis les dépenses fiscales, c'est-à-dire finalement toutes les exonérations, qu'elles soient favorables au climat du type TVA réduite sur les travaux de rénovation énergétique, ou défavorables du type exonération pour différentes corporations, etc. Certainement très méritées il y a 50, 20 ans ou même 10 ans, mais dont on peut peut-être aujourd'hui questionner la validité. Voilà. Et puis pour ceux qui sont intéressés par tout ça, on va sortir peut-être à la fin de la semaine, si ma mémoire est bonne, un petit exercice prospectif sur 10 ans de budget vert en France. Enfin, rétrospectif sur 10 ans de budget vert en France. Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a bougé dans le budget de l'État au cours des 10 ans? Est-ce qu'on est plus vert maintenant qu'il y a 10 ans, etc. Voilà. Et puis on espère pouvoir écrire les 10, 20, 30, 50 prochaines années pour arriver à un budget compatible avec la neutralité carbone. Merci Benoît. Nous, on a fait notre bilan carbone, notre niveau Enerdata. Comme il n'y a que les vols en avion qui, en gros, qui touchent à notre empreinte et qu'on n'a plus voyagé pendant un an, on est là où on visait. On va s'en tenir là puisqu'il est plus de 5h15. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en direct, évidemment. Si vous avez des suggestions ou si vous voulez, par exemple, nous inviter, maintenant qu'on peut rebouger, nous, ça nous intéresse très volontiers de venir, de faire ce genre d'échange. Alors, du coup, pas juste de conférences, mais d'échanger pour avoir des inputs divers et variés. Donc, vous pouvez nous solliciter pour ça. Sans problème, ça serait bien volontiers. Si vous avez des suggestions sur des points qu'on devrait approfondir ou sur lesquels être plus clair et tout, n'hésitez pas non plus. Voilà, on va vous envoyer donc le document qui a été présenté dans les heures qui viennent. Merci pour votre participation. Merci Morgane, merci. Et merci, comme disait Morgane, à l'équipe qui bosse derrière et qui a préparé tout ça, parce que c'est facile à commenter, mais sortir les chiffres, les analyser, il y a pas mal de boulot derrière. Et merci Benoît pour tes commentaires, que je réécouterai d'ailleurs avec attention, puisqu'il y a quelques messages intéressants pour nous. Voilà, un grand merci, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Merci.